Oui, je sais, ce n'est pas l'intro habituelle du podcast Ça déraille. Si vous entendez la musique du générique de Faites entrer l'accusé, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose de particulier lors du dernier podcast. Une faute grave a été commise par l'un d'entre nous. Mais que s'est-il passé? Mais qui? Mais comment? Mais pourquoi? On vous laisse le découvrir dans cet épisode déjà légendaire. On va pas vous mentir, les masques vont tomber. Bonne écoute de l'épisode 2 des Ça déraille Awards. Bienvenue à tous, c'est l'heure du deuxième épisode des Awards de Ça déraille. On s'est plutôt bien amusé sur le premier, on va essayer d'être un petit peu plus sérieux sur celui-ci, mais on ne vous promet rien, surtout lorsque l'on va découvrir les classements d'Anthony Nicolas qui est avec nous aujourd'hui. On le présentera tout à l'heure, mais avant ça, on va donner aujourd'hui notre podium des meilleures courses de cette saison, le top 3 français, et puis en deuxième partie des petites rubriques avec la révélation, la surprise, l'espoir, le flandrien, le grimpeur, le sprinter et le puncher. Il y en a tellement qu'on va s'arrêter là. Et bien sûr, les rubriques on n'attaque pas, et le très attendu quiz, toujours pour m'accompagner, le portugais devenu allemand, Rémi Dos Santos. Oui, bonjour. Je suis un citoyen du monde. Oh oui, ça commence. J'avais dit qu'on devait être sérieux sur celle-là, mais alors là, ça commence déjà très mal. C'est pas grave. On accueille aussi le Daniel Riolo du cyclisme, non pas pour ses analyses, parce qu'elles sont assez souvent mauvaises, mais par son attache à l'Italie et son accent presque parfait. Bonjour Jérémy Sakian. Ciao à tutti. Voilà, j'en étais sûr, lui aussi, ici mais aussi. Et puis, lui, on a l'habitude, le Laurent Baffy de l'émission, parce qu'il est souvent là pour nous faire rire. Anthony Nicolas. Alors, Anthony Nicolas qui s'appelle Anthony Collation pour Jérémy aujourd'hui, qui change comme d'habitude mes textes. Nouveau jeu de mots, mais j'espère que tu vas bien quand même. Surtout après ta victoire la semaine dernière. Alors ça va très très bien. Bonjour à toutes et à tous. Et moi je m'étais préparé à un podcast sérieux, mais là je vois directement que les collègues partent directement un petit peu dans tous les sens. Donc bon, je vais essayer de garder ma ligne de conduite aujourd'hui. Ouais, on va voir du cyclocross dans tous les sens encore. Mais c'est bon, on est habitué maintenant. Et puis on est habitué aussi à démarrer tout de suite pour la première partie pour le Jingle Awards. La saison 2021 nous a quand même bien gâtés une nouvelle fois et parfois plus qu'à d'autres moments. On va donc donner pour nous nos 3 meilleures courses au jour ou étapes ou compétitions de l'année, et on finira par une déception dans le désordre comme toujours. Et on va commencer comme souvent par le plus sérieux d'entre nous, eh bien Rémi Dos Santos, qui va nous donner son podium et sa 3e place pour commencer. Rémi. Alors bon, moi j'ai choisi en troisième position la première semaine du Tour, parce qu'on a eu un scénario complètement fou, des étapes de dingue, des arrivées magnifiques, notamment les premières en Bretagne. On a eu des vainqueurs de renom avec Alaphilippe, Van Der Poel pour ne citer que. Et on s'est vraiment amusé pendant cette première semaine du Tour de France 2021. Et Opi et Omi surtout, qui sont devenus de grandes stars, de grandes stars avec cette première semaine du Tour. Donc c'est ta 3e place. Monsieur Saakian, qui as-tu mis à cette 3e position? J'ai mis les Strade Bianche chez les hommes. Pour moi, c'est la classique de la saison, avec évidemment les 3 fantastiques, plus Pidcock, plus Bernal, plus Michael Gogol. Alors lui, Il arrivait comme la ça. surprise du chef. On l'a saucé, je m'en souviens à l'époque en disant que c'est à chaque fois il est incroyable, il progresse et tout, et on le voit plus de la saison derrière. Tous les ans, il fait top 10 sur l'Estrade et il disparaît. Non, un scénario génial avec des attaques dans tous les sens, un finish ébouriffant, et en plus j'ai eu l'honneur de commenter cette course, donc un grand souvenir. C'est pour ça en fait que en tu plus. donnes les Strade Bianche. Ça, c'est un petit bonus. C'est un petit bonus, un petit bonbon quoi. Un petit bonbon. Et pour Anthony, alors j'ai vu sur Twitter qu'il a commencé à donner son top 3, il a donné que des courses de cyclocross. J'espère qu'il a quand même travaillé pour donner autre chose que du cyclocross, parce qu'on essaye de parler de la route sur cet épisode. On fera un épisode cyclocross peut-être en 2026-2027 si tu auras gagné un nouveau quiz d'ici là. Ouh, alors ça m'intéresse. Je vais cocher la date tout de suite. Alors oui, Jérémy Saakian m'a bien dit hier qu'il fallait que
que je reste sur la route aujourd'hui. Moi, en troisième position, on commence par le troisième. Moi, en troisième, je vais mettre le Grand Prix E3. Alors, ça s'appelle plus le Grand Prix E3, ça s'appelle E3 Saxo Bank Classique. Moi, c'est mon top 3, c'est ma troisième place, parce que un final où on a vraiment un final indécis jusqu'à la fin, où on se souvient qu'Asgreen avait été repris, était ressorti sur la fin, un peu au bluff, et voilà, c'est une course qui avait été vraiment palpitante sur la fin de course. Donc moi, j'ai mis le Grand Prix E3 en troisième position. Avec la deuxième place de notre Français, Florian De Sénéchal, Florian Sénéchal. si je me souviens bien, qui avait battu Van Der Poel au sprint, je crois. Donc peut-être qu'on va parler de Florian Sénéchal dans la suite de ce podcast. Donc c'est à troisième place. Pour ma part, eh bien, je prends une course atypique. On l'a cité dans le premier épisode avec la victoire de Kiesenhofer sur les Jeux Olympiques féminins, mais c'est vraiment... pas en termes de suspense et de spectacle, mais cette course, elle a été incroyable avec cette victoire surprise de cette féminine. Et puis derrière, Annemiek van Vleuten qui a célébré. J'ai trouvé cette course un peu incroyable, hors du temps. On a l'impression de revenir sur des critériums ou des courses amateurs un petit peu. Donc elle m'a beaucoup plu. J'ai beaucoup hésité avec le Tour de Romandie, la 4e étape et la chute de Geraint Thomas, parce qu'au sprint en montagne, ça on le voit pas souvent. Il a un petit peu dérapé sur son cintre. Donc voilà, pour moi, la 3e place, c'est les JO femmes. Pour l'instant, pas trop de débat, hein, ça s'entend. On va dire que chacun a ses arguments. Donc on va tout de suite enchaîner sur la 2e place de Rémi. Eh ben, en deuxième, j'ai mis Gant Wevelgem. Alors c'est un petit peu pareil que Jérémy sur l'Estradé, c'est-à-dire que j'étais sur place, donc j'ai assisté à cette course on va dire en live ou presque. Et ça a été n'importe quoi parce que c'est parti directement. Ça a été 250 km de sprint entre les échappés et les favoris qui ont réussi à rentrer, les autres favoris qui étaient piégés, qui ont tout tenté pour revenir. C'était absolument n'importe quoi, il y en avait partout. Bennett qui vomit sur son vélo, qui arrive complètement exténué. Le travail énorme de Van Hooijdonk pour la victoire de Van Aert. Voilà, ça a été vraiment une course folle du début à la fin. Un petit peu déçu qu'il n'y ait pas eu de Français dans le final, parce que Anthony Turgis a un peu loupé le bon wagon, tout comme Arnaud Démare ce jour-là. Mais ouais, une vraie course d'un jour complètement folle. Donc Gant Wevelgem, deuxième, sans problème pour moi. Les chutes sur la première semaine du Tour, un malade avec Bennett pour Gant Wevelgem. En fait, t'aimes bien quand ça va mal sur les courses. Et ça te quand plaît. le cycliste souffre. Ah. C'est un sport de souffrance, le cyclisme. Ok, bah ça veut dire, alors je n'ai pas vu ton classement, je l'ai pas sous les yeux, mais ça veut dire qu'à mon avis, Paris-Roubaix doit pas être très loin, comme ils ont beaucoup souffert, peut-être en première position. En attendant, on va prendre la 2e place de Jérémy. Bah moi justement, ce sera Paris-Roubaix, mais chez les femmes. 3 raisons à cela, 3 arguments. Le poids de l'histoire, c'était la première, vous connaissez la chanson. Les conditions météo, qui pour moi étaient encore plus dantesques que chez les hommes. On a vu des chutes dans tous les sens. Et puis ce podium à la fin, qui est exceptionnel. Lizzie Deignan, Marianne Vos, Elisa Longo-Borghini, c'était difficile de faire mieux. Ouais, avec un très joli podium sur ce Paris-Roubaix féminin. Encore une course féminine d'ailleurs, hein, qui sont de plus en plus intéressantes, on va pas se mentir, à regarder. Anthony, quelle est ta 2e position ? Est-ce que c'est le cyclocross de Flamanville ou c'est autre chose ? Il n'est pas passé encore. Ah mince. Fayetteville peut-être. Ah, j'ai l'impression que vous êtes bien embêtés parce que je vous ai pas envoyé mes réponses aujourd'hui. Donc à tout moment, vous êtes en train de vous dire, il va pouvoir Qu'est-ce qu'il va nous sortir comme dinguerie ? Lâcher une saucisse. Une connerie ou pas. Alors non, là j'essaie toujours de rester concentré. Ouais. Mais je suis obligé de parler Ça un me petit rassure peu de pas. cyclocross quand même. Ah, voilà. Moi, ça va être Tour 2021, 11e étape. Qu'est-ce qui s'est bah, passé dans c'est cette Van Aert, 11e étape ? c'est Van Aert ça. Voilà. Je ne dirais que ça. Voilà. Les connaisseurs s'en souviendront. Double montée du Ventoux. Wout van Aert qui s'impose sur cette 11e étape. Donc voilà, c'était pour moi... Après, on va pas revenir. Hein. Il a gagné l'étape, le contre-la-montre, la 21e, à la 20e et les Champs-Élysées, la 21e étape. Donc, Il nous refait le palmarès de Van Aert à chaque fois. T'as oublié de dire qu'il était né à Herentals, son parcours. non, mais je peux pas tout dire. Il faut aussi que je raccourcisse un petit peu. Mais... Ah oui, raconte-y, oui. Donc okay. voilà, non, pour moi, en 2e position, ça sera cette 11e étape du Tour 2021. Ouais, cette double ascension inédite sur le Tour de France. Et pour ma part, la 2e place, on va du côté de l'Italie avec la 2e étape de Tirreno Adriatico et le scénario incroyable, hein, avec la victoire de Van Der Poel, derrière Bernal lancé à sa poursuite, et Pogacar plutôt lancé à sa poursuite. Alors qui ça, revient c'était pas la très loin. 5e étape. C'était la 5e étape, j'ai noté.
Non, la deuxième, Van Der Poel, il la gagne aussi, mais Je c'est me- au sprint devant Van Aert. C'est parce que j'ai mal écrit sur T'as mal écrit, mon papier. Donc voilà. c'est bien un 5e étape. Donc je rappelle avec ce scénario incroyable. Et Van Der Poel qui finit avec de jolies crampes. Mais je crois qu'on va en parler un petit peu plus Ouais, tard. ouais, Donc ouais. je vais pas trop aller trop loin. On Voilà. va pas spoiler. Déjà, j'ai donné la mauvaise étape, donc c'est déjà un grand problème. Et puis, on va annoncer le numéro 1, Rémi Los Santos. Quelle est la course qui t'a le plus régalé cette saison? Les gens seront très surpris de savoir que c'est donc Paris-Roubaix Allez, tu qui est en vois. numéro 1. Tu avais bien vu, Johan, tu es un visionnaire, comme on dit. Pourquoi? Parce que le scénario est incroyable. Les conditions sont dantesques. Alors c'est vrai que chez les femmes c'était peut-être pire, Jérémy, tu as raison. Mais en plus de ça, chez les hommes, on a eu un scénario complètement fou avec Moscone qui est devant, qui crève, qui tombe et qui finalement se fait reprendre. Et puis un vainqueur surprise, hein, quand même, même s'il était un peu plus attendu sur cette fin de saison, Colbrelli, on s'attendait pas en début d'année à le voir gagner à Paris-Roubaix, surtout en battant Van Der Poel. Un magnifique Vermersch aussi, qui fait un magnifique deuxième sur le podium. Une magnifique course de fin d'année. Et ouais, les images me resteront toujours les images de Colbrelli, de la moto devant Colbrelli, où il est maculé de boue, le visage maculé de boue, on aurait dit un gladiateur. Donc c'est vraiment c'est ça qui me restera. Ils ont tous été des gladiateurs ce jour-là pour Tous, bien cette sûr. journée un poil pluvieuse, même pour les gens qui étaient sur le côté de la route et les suiveurs. La première place de Jérémy Sakian, tu vas pouvoir, je pense, compléter toutes mes conneries tout à l'heure. Non, il n'y avait pas de conneries, je pense que tu avais assez bien résumé. Pour moi, c'est la 5e étape de Tirreno Adriatico, effectivement, avec l'arrivée à Castelfidardo. Je sais que vous appréciez quand Ouais, je rappelle les noms des localités. on s'y attendait en tout cas. Non, c'est vrai que sur ce scénario d'étape, c'est pareil un petit peu que sur l'Estradé. Il y avait vraiment du lourd sur la start list. Il y a Alaphilippe qui a vite disparu sur cette étape, mais il y avait surtout Van Aert, il y avait Van Der Poel, il y avait Pogacar. Et Van Der Poel prend 2 minutes 30, 3 minutes. On pense qu'il a course gagnée aisément et Pogacar revient comme un boulet de canon. À tel point que s'il y a 200 mètres de plus, c'est Pogacar qui gagne. Ouais. À la fin, il reste une dizaine de secondes. Les conditions, pareil, étaient vraiment difficiles. On était beaucoup plus tôt dans l'année, il faisait beaucoup plus froid. Donc une des plus belles étapes de la saison. Et peut-être si on écarte le fait que ce soit Tirreno Adriatico, la plus belle victoire de Van Der Poel. Ouais, il doit en tout cas s'en souvenir, surtout ses jambes, tellement il a fini éreinté cette étape en de fringale, Tirreno. hein, d'ailleurs, je crois. Ouais, mais Ouais, complètement fringale, mort. ouais, totalement. Complètement mort. La première place d'Anthony Collat, on l'attend. Moi, je vais surprendre mon monde là, ça y est, je vais avoir du mal à rester concentré très longtemps. Moi, je Une vais victoire de Van partir, Aert. et pour le grand plaisir de Rémi Santos sur le Tour de Slovénie. Ah, j'ai cru qu'il allait dire le Tour de l'Algarve. Le Tour de Slovénie. Alors là, il va falloir que tu nous le vendes. Non, c'était une grosse connerie. Et voilà, il pouvait pas s'en empêcher. Il a dit en début, je vais rester sérieux quand même. J'étais en train de réfléchir. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé Quelle là-bas? étape sur le Tour de Slovénie? Parce qu'il n'y avait que Pogacar. Donc, Non, je rigole, bien évidemment. Bah, je vais rejoindre par contre Rémi sur ce qu'il a dit, et moi c'est Paris-Roubaix également. Quoi rajouter de plus? Il a quasiment tout dit. On a vu du spectacle. Après, nous voir les coureurs maculés comme ça, on a plus l'habitude avec le cyclocross, donc ça nous a choqué un peu moins que certains suiveurs de la route. Mais non, on attendait ce Paris-Roubaix avec impatience depuis tellement longtemps. On n'avait pas eu de Roubaix l'année dernière. On voyait cette date où le jour où la date est sortie, tout le monde s'est dit ça va être de la folie parce qu'on va être en début de l'hiver, donc les conditions risquent d'être mauvaises. Et je pense qu'on s'est régalé. Et pour l'année prochaine, on aura un Roubaix au mois d'avril qui va revenir un petit peu dans la norme. Mais je crois que tout le monde s'est vraiment régalé. Peut-être un peu moins les coureurs. Mais voilà, c'est ça aussi qui fait le spectacle. Et donc ouais, pour moi, première place pour Roubaix. Est-ce que si Moscone gagne avec cette avance qu'il avait, vu qu'il a crevé et chuté, est-ce que si Moscone gagne avec sa minute d'avance, 30 secondes d'avance, est-ce qu'on pense à un Paris-Roubaix aussi magique? Je sais pas, Jérémy, toi qui n'as pas cité Paris-Roubaix masculin, est-ce que tu penses que ça aurait moins entré dans la légende ce Paris-Roubaix si on avait ce scénario un peu plus classique entre guillemets? non, mais ça aurait pas été un scénario classique de voir Moscone gagner parce qu'il était dans l'échappée. Il a résisté longtemps au groupe Colbrelli, Van Der Poel qui revenait comme une balle.
Non, je pense pas que ça ait changé quoi que ce soit. C'est vrai que ça a rajouté de la dramaturgie, mais je l'ai pas cité parce qu'il y a que 3 places et parce que je voulais faire la part belle à l'épreuve féminine. Mais pour moi, oui, c'est l'une des plus belles courses de l'année aussi. Ouais. Et justement, une course que l'on n'a pas citée, et je suis assez surpris parce que c'est mon numéro 1, les mondiaux avec la victoire de Julien Lafilippe. Pour beaucoup, ceux qui ont regardé cette course, ceux qui étaient au plus près même, sauf les Belges qui avaient un peu le seum, ont adoré ces mondiaux avec cette course fantastique, ces nombreuses attaques. Tout le monde finit au bout du bout. Donc pour moi, c'est la plus belle parce que j'ai passé l'après-midi devant comme un fou. Mais je suis assez surpris que personne ne l'ait cité. Vous l'avez pas aimé cette course, cette saison, les mondiaux et la victoire d'un petit Français pas trop mal d'ailleurs. J'ai pas mis les mondiaux dans le top 3, alors que c'était une très belle course aussi, bien sûr. Une magnifique victoire d'Alaphilippe, un magnifique plan concocté par Thomas Voeckler et les tricolores. Mais je les ai pas mis parce que pour moi, il y a les 3 courses que j'ai mis dans mon top 3 elles m'avaient beaucoup plus marqué dans le sens où j'ai senti vraiment la difficulté de la journée, que les coureurs étaient vraiment allés tous au bout d'eux-mêmes sur ces jours-là. Alors sur ces différents jours pour le Tour de France, mais sur les courses d'un jour pour Gand-Wevelgem et Paris-Roubaix. Je l'ai moins senti sur les mondiaux, évidemment, il y avait 260 bornes, alors ça a été compliqué et ça a été très dur, mais je l'ai plus ressenti sur ces 3, sur mon top 3. Ça aurait pu rentrer, indéniablement, ça fait partie du top 5. Ouais, il manquait un petit peu de chute, un petit peu de blessure, je pense, un petit peu de pluie aussi. À mon avis, Toujours. dans ton top, on a compris qu'il fallait souffrir un maximum. Les déceptions maintenant de la saison, je vais commencer assez rapidement, on va pas non plus s'étaler dessus, mais moi, ma déception de la saison, c'est le critérium du Dauphiné, où on s'est un petit peu ennuyé. Heureusement qu'il y a ma comète Padoun qui était là pour un peu nous amuser, mais c'était une domination des Ineos, et puis après, derrière, il n'y a pas eu forcément de grosses attaques, ni de grosses surprises, à part, bien sûr, cet ovni qu'on adore tous. Mais voilà, donc c'est ma petite déception de la saison. Et je crois que pour Rémi et Jérémy, vous en parlez tous les deux, il y a une course que l'on connaît un petit peu, qui est pas mal. C'est votre déception de la saison, Rémi. On commence par toi. Ouais, j'ai hésité entre le Tour et le Giro. Le Tour parce que, hormis ces 2 premières semaines, ça a été vite plié, trop vite plié. Au niveau du Giro, c'est un ensemble. Il n'y a pas eu d'étapes qui sont particulièrement, marquantes. Il y avait un très beau plateau de très belles étapes, mais finalement, tout le monde a été décevant. Même Bernal en 3e semaine qu'on a cru voir craquer et qui gagne «presque par défaut» entre guillemets, parce que ses Merci adversaires Martinez. étaient pas au niveau. Et puis encore une étape escamotée par les conditions climatiques, ça devient récurrent sur le Tour d'Italie, donc très déçu par ce cru 2021. Ouais, j'ai failli mettre le Giro aussi, qui m'a un petit peu déçu, alors que d'habitude on voit pas mal de spectacles. Jérémy, est-ce que tu as une déception cette saison, une grande déception dans ton cœur? Oui, autant la première semaine du Tour de France, c'est vrai, était exceptionnelle et on s'est tous régalés. Autant sorti de cette première semaine de course, j'ai trouvé le scénario beaucoup trop lisible, beaucoup trop convenu. L'arrivée au Grand Bornand a scellé le suspense définitivement. On a tout de suite compris. D'ailleurs, on avait fait pas mal de podcasts à l'époque pour dire que Pogacar était intouchable et qu'il allait gagner le Tour de France. Voilà, il n'y a pas eu vraiment de. C'est vrai, il y a eu des exploits personnels comme celui de Van Aert au Ventoux. Mais à aucun moment on a senti Pogacar en danger, à aucun moment on a senti que le suspense pour le maillot jaune pouvait revenir en jeu. Et je sais pas quel est votre avis là-dessus, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu la tendance depuis quelques années sur les grands tours, sur les courses par étapes. Tu as cité le Dauphiné, toi Johan, le Giro pour Rémi, je sais pas quelle course ce sera pour Anthony, mais de plus en plus j'ai l'impression qu'on se régale sur les classiques, que c'est un petit peu en termes de scénario. C'est devenu le thriller de la saison, cette lutte pour les monuments, alors que celle pour les grands tours maintenant est plus lisible avec des grandes formations qui dominent et on a moins peut-être ce suspense qu'on avait il y a quelques années ou qu'on avait pu avoir en 2019 par exemple. Cette saison, notamment, on a vu Bernal, entre guillemets, plier le Giro au bout d'une semaine et Voilà. demie. Sur le Tour, c'était fini pour Pogacar très tôt aussi dans cette course. Et la Vuelta, Roglic aussi, a pas eu vraiment d'adversaire. On a tout de suite compris qu'il allait s'imposer. C'est ça aussi qui t'a peut-être déçu cette saison. Anthony, c'est un grand tour aussi ou c'est une autre course pour toi? Non, moi, je rejoins un peu ce que vous dites sur les grands tours. On voit maintenant que les équipes en fait ciblent bien leurs grands tours. Ils préparent chacun, voilà. Le Tour, le Giro, la Vuelta, c'est des grosses équipes qui viennent avec des armadas où ils cadenassent la course et ils peuvent plier effectivement les grands tours comme ça au bout d'une semaine. Non, moi, après, j'ai pas spécialement. J'ai plus regardé du côté des classiques.
Moi, c'est pas spécial à 2021, mais moi, je suis un peu déçu. Moi, toujours la finalité de la Flèche Wallonne qui se règle toujours sur une montée sèche. Voilà, tous les ans, c'est le même, on va dire le même, pas le même cinéma, mais voilà, ça se règle la course de la journée sur une montée sèche. Je trouve que ça manque un peu de piment. J'aime bien les courses voilà, où il y a des choses indécis. C'est pas un coup de gueule hein, contre la Flèche Wallonne. Ça reste une très grande classique et une très belle arrivée avec souvent un très beau vainqueur. Mais c'était juste que voilà, c'est ce que je vais trouver. Le reste, non, les grands tours, ouais, prends plus de plaisir à regarder des classiques que des grands tours maintenant. Alors juste un petit mot quand même pour réagir. Moi je suis pas du tout d'accord avec toi Anthony. Je comprends ta position, mais les arrivées au sommet sur les classiques, moi elles me manquent. À part sur l'Estradé et sur la Flèche Wallonne, on n'en a plus. Pour les scénarios indécis, les attaques de loin, bah maintenant on a l'Amstel, on a Liège, on a le Tour de Lombardie. Et avoir une sorte de championnat du monde des punchers, les 2 minutes les plus intenses de la saison, moi ça me manquerait si on venait à supprimer ce scénario-là. Enfin, là, c'est différent. Enfin, tu as comparé l'Estradé avec la Flèche. Non, L'Estradé, mais il y a non, j'ai pas comparé. J'ai juste dit ce sont les deux seules grandes classiques World ouais, Tour où mais on a une arrivée au sommet d'une butte. l'Estradé, il y a quand même de l'écrémage avant Oui, parce bien qu'il peut y sûr, avoir bien des pépins sûr. mécaniques. La Flèche, on a vraiment l'impression que, bon, effectivement, c'est pas tout le peloton qui arrive, mais il y a quand même une bonne partie du peloton qui arrive et c'est sur une montée sèche. Donc, en ces cas-là, sinon, on fait, peut-être un peu cru, mais sinon, on fait une course de montée sèche, quoi. Ouais, c'est un peu le Ce qui, principe. C'est un peu le principe. ouais, bah, dans ces cas-là, je prends plus de plaisir à regarder ouais, un Estradé Bianche ou un Roubaix où il peut y avoir des petits aléas et des petits pépins qu'une flèche où tous les ans, en fin de compte, on a juste à regarder le dernier quart d'heure quoi, si on veut voir l'arrivée, enfin voir le classement. Quoi. De toute façon, il faut regarder le classement à chaque fois. Il faut regarder à la fin d'une course pour voir son classement, mais je veux dire, regarder les choses intéressantes, voilà, c'est à la fin quoi, que ça se passe. On va pas refaire non plus le Non, calendrier de l'UCI Non. du World Tour, mais voilà, chaque course a ses particularités. Je note aussi sur Twitter, parce qu'on vous a aussi demandé qu'est-ce que vous avez apprécié cette saison comme course, et il y en a pas mal qui reviennent hein, dans ce qu'on a dit, mais aussi la 20e étape de la Vuelta, qui est assez souvent revenue avec la victoire de Clément Champoussin, le français, et surtout l'abandon incroyable de Miguel Angel Lopez après un coup de gueule. Enfin voilà, il y a eu pas mal de petites choses. On parlait aussi de Tignes, l'étape de Tignes lors du Tour de France ou du Creusot. Mais sinon, on était plutôt pas mal par rapport à eux. Allez, on enchaîne parce qu'il va falloir parler de Français maintenant. On n'a pas oublié, bien sûr, de rester un petit peu local. On va faire notre top 3 des Français cette saison, mais on ne va pas oublier de donner notre déception de la saison. Même si je crois, Anthony, la semaine dernière, avait déjà donné des marres dans ses déceptions de l'année, tout confondu. Donc peut-être ça reviendra. En attendant, on va commencer par le podium pour Rémi Dos Santos. Quel Français arrive à la 3e position cette saison? Eh bien, c'est Rémi Cavagna pour moi, Un autre Rémi, pour le du coup. récompenser de oui, bon, c'est un petit peu, et puis c'est, Rémi Poriol numéro 2. Ah, super. J'ai pas le J'avais 3e, oublié je ce suis désolé. type. Rémi Cavagna, je le récompense de sa régularité, tout au long de la saison au niveau des chronos, même s'il a un peu baissé le pied sur la 2e partie de saison, sur la fin de saison plutôt. Il gagne enfin un chrono en World Tour. Bon, ça a été le Tour de Pologne, Ça compte. même s'il y avait Almeida ou Bodnar derrière, il y avait pas des grands noms. Et c'est dommage d'avoir raté la victoire sur Paris-Nice, d'avoir bêtement raté le dernier chrono sur le Giro. Mais grosse saison de Rémi Cavagna et il a que 26 ans, donc il a encore le temps de progresser et d'intégrer le top 5 des meilleurs rouleurs du monde. Je pense qu'il est encore en dehors de ce top 5, mais peut-être bientôt. Rémi Cavagna pour Rémi Dos Santos. Jérémy Sakian, c'est qui c'est Jérémy Cabot peut-être Jérémy Lecros, tiens, peut-être, non? Bah non, moi aussi, c'est Rémi Cavagna. C'est pas si loin, hein, Rémi, Jérémy, tu vois. C'est vrai, Toujours. il y a une belle relation. Alors, il a gagné sur le Tour de Pologne, il a gagné aussi sur le Tour de Romandie, hein, devant Bischegger, devant Geraint Thomas. C'est vrai, autant pour moi. Ça fait 2 victoires. Bon, les arguments de Rémi, j'ai les mêmes. Hein. Il est capable maintenant de lutter à armes égales avec pas mal de spécialistes du chrono. Pas encore les Cadors, Filippo Ganna, même Van Aert, Roglic, Pogacar dans un grand Ouais, jour, c'est un ça peu dur reste encore. au-dessus. Ouais. Et j'en parlerai peut-être tout à l'heure dans mes surprises de la saison, mais je le mets pas plus haut par rapport à son incapacité de briller dans les grands rendez-vous. Le chrono du Tour de France, du championnat de France, le chrono des Jeux.
Le chrono des mondiaux, à chaque fois, il est passé à côté. Donc, Ouais. 3e marche du podium, en attendant peut-être de grimper l'année prochaine. Pourquoi pas, parce qu'il y a la place notamment. Anthony, c'est qui ton troisième? Moi, son prénom, il n'a rien à voir avec moi, hein, je vous rassure. C'est pas Moi, Turgis. Pas j'ai- Turgis. Ah non, c'est pas Anthony Turgis. Ah, mais je l'ai plus tard, Anthony Turgis. moi. Mais, Voilà, il spoil. Non, il moi, j'ai spoil. mis. Moi, ouais, vous Il me sait pas se spoilez tout le temps tenir. mes joueurs. Vous allez tout le temps me prendre mes joueurs. Moi, en troisième place, j'ai mis Valentin Madouas. Ah, pourquoi Valentin Euh, Madouas? Parce qu'il a fait une bah, énorme course sur les mondiaux et qu'il a donné entre guillemets le titre à Julien Alaphilippe. ouais, déjà, ouais, d'une, sur la fin de saison. Il a fait une saison complète aussi. Et c'est un coureur aussi qu'on a retrouvé sur le tour. Hein, toujours, voilà, après, bon, cette année, on l'a pas spécialement vu filer la main au leader. Parce que, Alors pourquoi mais, il est sur ton podium? mais voilà, c'est un coureur qui, je trouve, est plutôt complet. Il a gagné la Poly-Normande cette année. Il a fait des top 3 assez régulièrement. Il était là présent depuis le début de saison, hein, C'est vrai, ça c'est autour vrai. des Alpes. Il était déjà présent. Voilà, il fait une saison complète. Et puis quel championnat du monde qui fait où Julien lui doit, voilà, comme au reste de l'équipe, mais c'est ce qui m'a marqué sur cette saison. Et je trouve que c'est un coureur qui mériterait d'être plus souvent récompensé. Et puis 2e des boucles de l'Aune aussi. T'as oublié de Ouais, préciser. mais Tout à justement, fait. j'avais une question par rapport à ça. C'est quoi le mieux? C'est de gagner Paris-Chauny ou de gagner la Polynormande pour toi? Parce que tu sais que tu aimes en plus ces courses-là. Paris-Chauny, j'aime bien, hein, parce Ah, que voilà. c'est une belle course. C'est une course là, dans la Somme. Hein, je sais pas si c'est la Somme d'ailleurs, enfin si c'est par là-haut. Euh, J'ai été en mais train de nous vendre la course voilà, Paris-Chauny quand même. voilà, la Poly-Normande, c'est beau C'est aussi. le routard. Ah, C'est le routard. mais je crois que c'est un peu plus de Graal de gagner la Poly-Normande que Paris-Chauny quand même. Très bien, merci pour ton analyse. Et moi, pour ma troisième place, c'est un Français que j'ai vu d'ailleurs sur Twitter. On en a parlé en déception. Et pourtant, Guillaume Martin a quand même fait 2 top 10 sur 2 grands tours cette saison. Ce n'est pas un quiz, mais il y a 2 autres coureurs qui l'ont fait aussi cette saison. C'est Enric Mas et Bernal, hein. Bon, avec des places un petit peu plus haut. Mais je voulais rendre hommage quand même à la saison de Guillaume Martin. Oui, c'est vrai que il n'a pas été un grand animateur, même s'il a été dans les bons coups assez régulièrement sans jamais gagner. Mais j'ai quand même envie de mettre en avant la saison de Guillaume Martin, le leader de la Cofidis, qui progresse d'année en année. Et je vois qu'il a sa place dans C'est dans ce mérité. podium. Voilà, on peut le mettre. Je lui donne beaucoup de force, lui qui vient de sortir. Un livre d'ailleurs, je fais une promotion alors que on sait jamais s'il Tu veut touches venir quelque ici. chose ou pas? Non, je crois pas. Je crois pas. Allez, on enchaîne avec la deuxième place de Rémi pour le deuxième français de l'année. Pour lui, hein, rappelons-le. On va passer à Benoît Cosnefroy, pour ma part, qui a fait une fin de saison tonitruante. Euh, je viens de voir ce qu'a rajouté Moi sur mon aussi, en texte fait. Et je la vois en liste fait mort de rire écrivant. à côté de moi. Et alors, du coup, je me dis, qu'est-ce qu'il a Il fait était comme fan de bêtise? sa blague, a priori. Très bien, on ira pas là à la fin, Ouais, mais vas-y, tu peux enchaîner sur les arguments. grosse fin de saison, comme je le disais. Il gagne la Bretagne Classique en battant la Philippe au sprint. Il gagne le Tour du Jura. Il fait podium sur les Europes. Il est aussi présent sur les mondiaux, hein. Il fait un gros travail aussi. Voilà, il confirme sa fin d'année 2020, je trouve, sur cette deuxième partie de saison 2021. Et surtout, ça montre qu'il est de retour, il a été blessé une bonne partie de l'année. Il a repris très tard. Et il a l'air d'être revenu à son meilleur niveau. Donc c'est très bon signe pour l'année prochaine. Cosnefroy pour Rémi et Jérémy, je crois qu'on a un doublé. Oui, on a un doublé pour ne rien spoiler. On aura même un triplé. Entièrement d'accord avec tous les arguments de Rémi. J'ai rien à ajouter. Eh, vous êtes appelé juste avant ou ça se passe comment, non? Tu sais comment ça se passe. On prépare l'émission. On est obligé de travailler. On se rencarde. Donc voilà, on arrive aux mêmes conclusions. Bon, j'espère, là on arrive à Anthony qui a dit que Anthony Turgis arrivait. Bon, si on peut S'il faire... n'est pas là, c'est chaud. Ouais, s'il est pas là, c'est chaud, c'est tout simplement ce que je voulais dire. Donc Anthony, rassure-nous, c'est ton homonyme qui est donc sur le podium à la deuxième place. Non. Ouais, J'ai pas dit qu'il arrivait dans ce Ah, voilà, bravo, voilà, maître et du voilà. suspense. Aïe, 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 Bien aïe, joué. aïe. Non, ben moi, il a dit un doublé, mais je sais pas comment il a pu lui dire un triplé, parce que moi aussi, c'est Benoît Cosnefroy en deuxième position, Qui est présent pour toi qui est aussi. présent, voilà. Ouais, non, toute l'année. Coureur complet, effectivement, qui revient de blessure.
Et comme a dit Rémi, ça fait plaisir de le voir sur cette fin de saison bien présent. Donc ça engendre de bonnes choses pour l'année prochaine, quoi. Et qui a surtout gagné le Tour du Jura, hein. Ça doit être sa principale victoire pour toi, hein, comme à l'instar de la Poly-Normande ou le Paris-Chauny. C'est les courses que tu adores. Commenté par Jérémy Sakian, d'ailleurs. C'était une très belle course. Voilà, c'est pour ça. Remettons l'église au milieu du village, c'était une très belle course, avec beaucoup de concurrence et très belle organisation. Et d'ailleurs, il fait deuxième à la Polynormande, hein. Absolument, Benoît c'est vrai, Cosnefroy. c'est vrai. Eh, comme quoi, la Poly-Normande, ça fait le oui, classement mais toi, tu te moques d'Anthony, de la en Coupe fait. de France. Mais non, Je me moque oui, pas, je me oui, moque pas parce que j'aime beaucoup Dorian Godon, qui a remporté la Coupe de France cette année. Deuxième place pour moi, David Gaudu, personne l'a cité. Jusque-là, le français de la Groupama FDJ, je vous rappelle quand même un petit peu son palmarès, hein, cette saison et ses principaux résultats. Donc une victoire sur le Tour du Pays Basque, troisième de Liège-Bastogne-Liège, oui, il était sur le podium d'un monument, septième de la Flèche Wallonne, septième de Lombardie, onzième du Tour de France, septième aussi des JO. C'est plutôt pas mal, David Gaudu, donc je suis surpris que vous ne l'ayez pas cité, notamment devant un Rémi Cavagna, par exemple, pour David Gaudu. Mais est-ce qu'il ne paye pas, je sais pas, sa fin de saison qu'on oublie un petit peu parce qu'il a vraiment performé au début? Je sais pas, Jérémy, pourquoi tu ne l'as pas mis dans ton top 3? Explique-moi, je veux savoir. il paye, non, il paye pas ça. Il paye peut-être une grande victoire. C'est vrai que podium sur Liège, c'est énorme. Top 10 sur les Jeux également. Mais à l'inverse de Cavagna, qui a réussi au moins par 2 fois à battre les grands noms du World Tour, bon, bah, David Gaudu, il y a cette victoire d'étape sur le Tour du Pays Basque et c'est à peu près tout en termes de succès probant. C'est peut-être ça qui manque. Et puis 11e du Tour, très sincèrement, moi je l'attendais peut-être un petit peu plus haut. Ouais, il était malade sur l'étape de Tignes, si je me Ventoux souviens aussi, bien. hein. Et le Ventoux aussi. Ouais, le Ventoux, il avait sûrement de la toux. Voilà, c'est la. Bravo, ah oui, 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 oui. bon, on y bravo, est. bravo. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et pour la première place, avec une transition très rapide pour éviter qu'on reste dessus, la première place, je pense qu'on a tous la même, avec une victoire cette année de Julien Lafilippe, le maillot arc-en-ciel sur le dos. Anthony, on n'a pas eu ton classement. Est-ce que tu es d'accord avec nous ou est-ce que tu nous as trouvé le troisième de la Polynormande à la première place de ce classement? Ah, vous avez peur, là, hein. Bah, c'est pour Ça ça y que je est, pose la question. Là, il nous a fait une dinguerie, là. Non, 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 non. Tu as Julien tout à fait raison, Johan. Je suis d'accord avec vous. Il était dans mon top 5 des coureurs mondiaux la semaine dernière, donc il est, normalement à la première place des coureurs français. Bon, il est très au-dessus, surtout, il y a quand même un petit Il gap y a un entre vrai- Julien Lafilippe et les autres Français. Rémi, il n'y a pas un moment où tu as douté lorsque tu as fait ton top. Julien Lafilippe, c'est le number one presque du monde et donc évidemment français. Oui, bah, il fait partie des. Alors, on a fait notre top 5 et il était dedans chez nous tous. Donc, déjà, forcément, il est numéro un français. Mais c'est vraiment le seul qui se démarque régulièrement au plus haut niveau côté français, même si on a des très bons coureurs qui réussissent à faire de belles choses. Bah, c'est l'un des meilleurs du monde, tout simplement. Julien, ouais, il y a un, voire deux crans au-dessus du reste du contingent tricolore. Très bien pour le top des Français et on va passer à la déception, à notre déception côté tricolore. Je vais commencer moi comme tout à l'heure pour la déception, comme ça c'est terminé pour moi. Brian Cocard, 0 victoire cette saison avec BNB Hotel, se passe pas très bien en coulisses avec un changement d'équipe pour Brian Cocard qui va aller du côté de la Cofidis. Donc grosse déception, je l'ai vu moi au Grand Prix de la Marseillaise déjà battu par Aurélien Paré-Peintre au sprint, ça n'augurait rien de très bon et finalement Brian Cocard, sa saison elle est très très difficile pour moi, c'est ma déception de l'année pour les Français. Rémi, c'est qui pour toi? Eh ben, je vais rejoindre ce qu'a dit Anthony la semaine dernière. Pour moi, c'est Arnaud Démare. Alors oui, il a gagné, contrairement à Cocard, mais bon, la route Tourangelle, les boucles de la Mayenne, c'est bien gentil, il faut les gagner, ces courses, certes, mais nous, on attendait Arnaud Démare en vert sur les Champs-Élysées, ou au moins vainqueur d'étape sur le Tour de France, et ça n'a pas été le cas du tout. Sur la Vuelta, il n'a pas réussi à se rattraper non plus. Alors, est-ce que c'est lui qui était moins bien? Est-ce que le train de la FDJ, la Groupama FDJ était moins bon cette année? C'est peut-être un peu les deux. Mais grosse déception pour moi, Arnaud Démare, qui n'a pas claqué de grosses victoires. Jérémy,
ta déception de la saison Oui, pour les moi tricolores. aussi, moi aussi, c'est Démarre. Arnaud Démarre. J'ai pas forcément les mêmes arguments que Rémi pour une fois. Je l'attendais évidemment à meilleur niveau que ce qu'on a vu cette saison. Pas du tout en vert aux Champs-Élysées, ça j'y ai jamais vraiment cru, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé le voir claquer au moins une étape. Arnaud Démarre, je sais pas si lui était moins fort que l'année dernière, c'est possible parce qu'il avait réalisé une saison incroyable, ou si comme lui il a laissé entendre, le peloton est peut-être en train de se diviser, un peloton à deux vitesses avec des équipes qui vont trop vite pour des raisons X ou Y. Donc j'ai du mal à quantifier le fait que ce soit Arnaud Démarre qui est baissé de niveau ou les autres qui ont vraiment franchi un step. Toujours est-il que la victoire sur Paris Tour n'efface pas cette année très compliquée pour lui. Oui, Arnaud démarre pour la deuxième déception dans cette assemblée. Troisième déception, tu nous l'as donné la semaine dernière. Est-ce que tu as changé d'avis pour donner... Ah oui, peut-être. Anthony Turgis est là. Non, Anthony? Non, je pense pas. Ah non, Non. Anthony Turgis ne me déçoit pas. Ah, bon. Non. J'ai beaucoup aimé le X ou Y de Jérémy Sarakian pour les raisons que les autres équipes vont plus vite. Mais non, je vous l'ai dit la semaine dernière, effectivement. Moi, je pense, je sais pas si Arnaud Démarre allait moins vite. Je l'ai déjà dit la semaine dernière. Je pense que c'est un coureur qui a besoin d'un train, d'être bien emmené. Et moi, je pense qu'à chaque fois que j'ai vu la FDJ, la Groupama, pardon, prendre la course en main, ça a souvent été pour rien, parce que ils ont souvent roulé soit trop tôt, soit s'arrêter de rouler trop tôt. Donc, pas souvent récompensé, ça doit être un petit peu dur aussi pour les équipiers de rouler. Ça doit pas mettre une bonne ambiance. Après, c'est comme ça. C'est des coureurs qui sont embauchés pour. Mais non, j'aurais pas grand-chose d'autre à rajouter. C'était ma déception de la semaine dernière et c'est toujours celle de cette semaine. Difficile aussi de se battre sur le Tour de France avec des trains, notamment de la Deceuninck ou d'Alpecin, toujours en réussite. Du côté de Twitter, on vous a bien sûr posé la question. Pour les flops, on a beaucoup de fois noté Warren Barguil, qui c'est vrai a connu une saison très difficile comme tout Arkea Samsic d'ailleurs. Et pour les tops, on a eu du Sénéchal, on a eu du Romain Bardet, bien sûr vainqueur sur le Tour d'Espagne et dans le top 10 du Giro, du Christophe Laporte qui a gagné à de nombreuses reprises, Dorian Godon, on en parlait tout à l'heure avec la Coupe de France, et Clément Champoussin, vainqueur sur la Vuelta lui aussi. Donc des coureurs qui auraient pu avoir leur place aussi dans notre top 3, mais ce n'est pas le cas pour nous. On va passer du coup à une petite rubrique pour couper de ces awards avec le jingle. On attaque pas pour la rubrique. Attaque de Pierre Rolland, encore une fois. Personne ne réagit. Bon, ça va être assez rapide si Monsieur Sakian arrête d'écrire sur mon drive encore une fois. La première proposition, la première interrogation, c'est Marc Padoun qui a dit sur son compte Instagram qu'il allait partir. C'est bon, ça c'est définitif. IF ou Ineos, peu importe l'équipe pourvu qu'on ait l'ivresse, non, ça changera pas grand-chose pour nous. Rémi. Ah, ça changera rien du tout. Ouais. Je suis d'accord avec toi, j'attaque. Parce que c'est tellement une énigme que je sais même pas si on le reverra gagner une étape difficile dans le futur. Je suis très sceptique sur Padoun pour la suite. En bleu donc ou en rose pour Marc Padoun. Jérémy, est-ce que toi tu as quelque chose à dire pour moi, sur ça Marc change Padoun? tout. Ah, S'il ça va change à tout. EF ou s'il va à Ineos, il n'aura pas le même rôle. Il ne sera pas du tout dans le même type de structure. Ineos, c'est une grande machine où tout est calculé. C'est vraiment les gains marginaux en exergue depuis une dizaine d'années, alors qu'EF, on a l'impression que c'est un petit peu plus chancelant. On a eu la démonstration la semaine dernière avec le problème Higuita. On a l'impression que c'est quand même moins réglé comme une pendule. Pour Padoun, à mon avis, il vaut mieux aller. Alors, ça me fait mal de dire ça, mais il vaut mieux aller chez Ineos parce que c'est peut-être un peu plus structuré. Maintenant, chez EF, il aura peut-être davantage de possibilités d'endosser le leadership. IF aussi qui est dans l'actualité avec Rigoberto Oran, on a vu sur les réseaux qui était avec son bébé sur un vélo. Qui fait n'importe quoi. Ne faites pas ça chez vous. C'est vrai, c'est ce que je voulais dire. Petit coup de gueule pour Rigoberto. Mon Rigoberto, on t'aime beaucoup, mais fais attention parce que ton enfant, il tenait pas très bien côté de toi sur ton vélo de route, surtout à cette vitesse-là. Il s'est excusé quand même aujourd'hui sur une deuxième story. Ah, merci beaucoup Rigoberto, que l'on adore. Anthony, un petit mot sur Padoun ou est-ce qu'on passe à la suivante ? On peut passer à la suivante. Merci beaucoup pour ton honnêteté. Le record de l'heure de la plus petite distance battu par Davide Formolo et Maria Vittoria Speretto, 918 mètres en 1 heure. Est-ce que c'est utile de faire ce genre de record, Rémi ?
Bah, non. Et puis, moi, je peux le faire aussi. Hein. Bah, Non, je reste non, parce que non, parce immobile qu'il pendant restait, une heure Tu et ne puis peux pas voilà. le faire. Tu Alors dois être là, en statique sur le attention. vélo, c'est vraiment Ouais, très attention difficile de ne par pas contre. dénigrer cet exploit. On le dit en rigolant, mais Tu peux pas descendre du vélo. oui, ça fait moins d'1 km/h quand même, hein, sur une heure. Donc je t'explique pas les crampes que tu dois avoir à la fin de l'heure. Ah, c'est sûr que, par contre, c'est un vrai travail d'équilibriste. Mais je vois pas l'intérêt. Par contre. Pourquoi pas rentrer dans les compétitions UCI sur piste, parce qu'ils l'ont fait sur piste. Jérémy, donc on a eu un petit peu ton avis. T'aimes bien quand même avoir Oui, ces... ça me fait marrer. Voilà, ça te fait À une marrer. période de la saison où il se passe rien d'autre. Alors c'est vrai qu'il y a des cyclocross, mais sinon il n'y a pas de course, donc autant rigoler un petit peu. Anthony, est-ce que ça t'a plu cette compétition? Est-ce que tu t'y rendras la prochaine fois pour supporter, je ne sais pas, un coureur qui tente ce record de l'heure, de la plus petite distance parcourue en une heure? Non, c'est nul. Je sais pas, c'est. Non, 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 non. non. Et en plus, Jérémy a dit il y a plein de cyclocross à regarder en ce moment. Ouais, Si t'as vous pas le savez pas temps. quoi faire, vous suivez les cyclocross, vous regardez des replays de cyclocross, vous allez à la Coupe de France, à la Coupe du Monde, vous allez vous promener, mais vous regardez pas ce genre de record qui. Non, non. Comme moi, Je n'attaque pas. pour Guillaume Martin, C'est sur un j'ai vrai placé coup de son gueule. Hein. livre. J'ai placé son livre. Lui aussi touche des royalties quand vous allez à un cyclocross. Et vous payez notamment 12 € pour aller à celui de Besançon, qui arrive très prochainement d'ailleurs, je crois. Ouais, le 28. Mais Le c'est normal, 28. ça, c'est normal de payer pour aller voir un Oui, cyclocross. je suis d'accord. Non, mais alors, On c'est paye, pas un coup de gueule que je on disais, c'est paye pour juste aller voir des matchs de foot, donc je donne l'info. 12 € donc si vous voulez vous rendre au cyclocross de Besançon et boire des coups, peut-être avec Anthony Nicolas. Ouais, ben là, ce sera pas 12 €. Ah, ce sera pas 12 €. Non, Ouais, bah, non. préparez le chéquier parce que c'est vrai que c'est un petit peu cher. Allez, on enchaîne avec la fin de nos The Awards, avec nos petites rubriques, je le disais tout à l'heure. Et on va commencer par les révélations, l'espoir et la surprise. C'est tout de suite après ce jingle. Alors on va commencer avec la première catégorie du jour. C'est un petit peu plus subjectif. Hein. Là on a été plus rapide, pas de top 3. Hein. On donne juste le nom d'un coureur et on va commencer par la révélation de la saison. C'est le coureur qui s'est révélé au grand jour en 2021. Et pour Rémi Dos Santos, c'est... Jonas Vingegaard. Ah, je connais un petit peu, ouais. Il En, était pas mal cette en saison. Ouais. danois dans le texte. Notez les efforts de Une prononciation. une saison folle hein, quand même pour lui. Il fait deuxième du Pays Basque derrière Roglic. Il finit deuxième du Tour de France en prenant la suite de Roglic qui abandonne. Il fait encore huitième de la Classica, 14e en Lombardie. C'était un vrai très bon lieutenant pour Roglic. Ça devient, à mon sens, maintenant un des leaders de la Jumbo. Ouais, Jonas Vingegaard qui a fait vraiment une très belle saison. Et d'ailleurs, il a donné une interview il y a pas très longtemps quand on lui pose la question de savoir quel rôle il aura l'an prochain. Il n'a pas dit je veux être leader comme d'autres auraient pu On peut pas le dire. le dire. Hein. Il y a Roglic, il peut pas le dire. Et bien sûr, mais bon, sait-on jamais. Tu fais deuxième du Tour de France, tu as le droit à avoir un petit peu. Bon, après, c'est peut-être ça joue en interne, donc c'est de la com. On va pas se mentir que ça Oui, bosse il a- bien du il a côté eu de la une Jumbo. belle revalorisation salariale. Il aura certainement l'occasion de prendre le leadership sur certaines épreuves. Donc, il a encore beaucoup à apprendre. Pas de souci pour moi qu'il fasse une année dans l'ombre de Roglic. Eh bien, garde le micro, Jérémy, parce qu'on veut entendre la révélation pour toi de la saison. Alors, c'est vrai que Vingegaard, comme dirait Rémi Dos Santos, est la grande révélation. Maintenant, pour sortir des sentiers battus, je vais te donner Nelson Poles, le vainqueur de la Classica San Sebastian. Bien sûr. 5e des mondiaux. Pour moi, c'est un futur client sur les classiques qu'on n'avait pas forcément vu venir et qui a été l'un des rares à battre les grandes formations sur les classiques cette année. Ouais, il y a des coureurs chez IF, hein, Valgren aussi, notamment, qui s'est bien montré Ouais, sur les Valgren, classiques. on en reparlera tout à l'heure, c'est moins une révélation Oui, pour bien moi, sûr. c'est un retour en grâce. Ouais, mais en tout cas, IF a de belles cartes Tout à fait. pour l'avenir dans les classiques. Anthony, ta révélation de la saison? Thomas Pidcock. Thomas Pidcock. Mais qui s'est révélé pour toi cette saison plus que devenir le coureur qu'on ne connaissait que très peu sur route. Pour moi, non. Pour les suiveurs de la route, oui. D'accord. Parce que nous, Thomas Pidcock, on le connaît depuis, enfin, on le suit en cyclocross, on regarde un petit peu ce qu'il faisait avant dans les catégories espoir. Hein. On le suit pas de cette année, mais je pense que cette année, pour le grand public, il y a pas mal de monde qui a découvert Thomas Pidcock. En plus, bon voilà, il touche un petit peu à tout, cyclocross, VTT, route. Il arrive, voilà, il présent sur la Vuelta, je suis venu comme ça, après il coupe, il va au championnat du monde. Bon, c'est
la folie à l'anglaise. Mais moi, c'est un coureur que j'aime beaucoup. Et pour moi, c'est l'une des révélations à mes yeux, pour le grand public, pas spécialement pour moi, plutôt pour les gens en fait. Je pense que pas mal de gens ont découvert Pidcock cette année, et avec son arrivée chez Ineos. Et j'espère qu'on lui laissera encore l'année prochaine de la carte blanche. On lui laisse en faire du VTT, du cyclocross. On voit qu'il y a de plus en plus d'équipes qui laissent faire leurs coureurs, et c'est pour moi c'est ce qu'il faut faire pour ce genre de coureurs, que ce soit pour des Van Aert, Van Der Poel, Pidcock. On aimerait bien que les Français fassent ainsi un petit peu, viennent refaire un peu de cyclocross et autres. Mais non, pour moi, c'est Thomas Pidcock, la révélation. Vainqueur pour certains de l'Amstel Gold Race en fonction de où on regardait la photo finish, Ouais. mais on n'y reviendra pas sur cette histoire rocambolesque. Convainqueur. On dira. Et pour ma part, eh bien, un Australien dans une équipe française, Ben O'Connor, qui pour moi s'est vraiment révélé au plus haut niveau. C'est vrai qu'il avait gagné par le passé une étape notamment du Giro dans son ancienne équipe, mais voilà, 6e du Tour de Romandie, 8e du Critérium du Dauphiné, mais surtout un Tour de France incroyable, 4e au pied du podium. On le rappelle pour Ben O'Connor, et une victoire d'étape. Donc pour moi, c'est la grande révélation. En attendant confirmation, AG2R qui a perdu Romain Bardet, qui a trouvé Ben O'Connor. Je trouve que voilà, pour moi, il s'est révélé cette saison en tant que leader chez AG2R. On passe tout de suite à la prochaine catégorie, l'espoir de la saison, avec Rémi Los Santos qui m'a envoyé bien sûr son espoir, et je crois qu'on a déjà parlé de ce coureur il y a quelques secondes. Oui, tout à fait. Alors, ils sont 2 parce que Ouais, mais l'autre c'est le ils mien, ont donc me le pique pas. Ouais. moi, je suis comme tout le monde. Moi, je choisis mes règles en fonction. Oui, il change les D'abord, règles. je lui. vais Oui, pointer. Hein attention, parce que toi, tu fais ça aussi un petit peu près tout le temps, donc. Moi, j'ai choisi de ressortir d'abord Pidcock, même si voilà, c'est pas une révélation parce que ceux qui suivent le cyclo le connaissaient déjà, que sur route chez les Espoirs, il avait déjà réussi à gagner des belles courses, notamment le Baby Giro. Et puis là, il est arrivé chez les pros, et il a gagné la Brabançonne, peut-être l'Amstel, comme tu disais, pour certains. Il a été 5e d'Estradé, 6e de la Flèche Wallonne. Il gagne l'or en JO au VTT. Enfin, c'est tout simplement incroyable. Et j'ai aussi sorti Ethan Hayter, qui a signé 10 victoires cette saison, alors qu'il avait encore jamais gagné. En plus, sur des profils différents, puisqu'il gagne en Norvège, en Grande-Bretagne, sur l'Algarve. Sur des courses en ligne ou du chrono. Donc on a encore plein de pépites à venir chez Ineos. Ouais, je te rejoins sur Ethan Hayter, je complète parce que moi aussi c'est mon espoir de la saison. 10 victoires, c'est quand même incroyable pour un coureur de sa trempe, et aussi jeune, 23 ans, mais il a gagné un peu partout. Coppi Bartali sur l'Algarve, sur le Tour d'Andalousie, du Tour de Norvège, 2e du Tour de Grande-Bretagne avec une victoire aussi. Derrière, Van Aert est devant Julien Lafilippe, donc vraiment pour moi ça a été l'espoir de la saison. Il a été brillant tout au long de l'année. On l'a un petit peu mis sur des courses entre guillemets secondaires, on l'a un petit peu caché, façonné chez Ineos, mais il va très rapidement, je pense, ressortir du bois pour pourquoi pas bien lutter avec les meilleurs sur les classiques qu'on apprécie toujours ici. Jérémy, je te vois sur ton ordinateur. Est-ce que tu es en train de chercher l'espoir de l'année, ou est-ce que tu regardes un petit peu les résultats de ton espoir? Non, pas du tout. Les résultats de mon espoir, ils sont assez simples. C'est un podium sur les championnats du monde. Alors, j'ai beaucoup hésité entre le vainqueur, Filippo Baroncini, qui, à mon avis, est promis un très bel avenir, et le troisième que j'ai finalement choisi, c'est Binyam Girmay. Pourquoi je l'ai choisi? Pour son parcours. Déjà, il a changé d'équipe en cours d'année à cause des malheurs de la Delco. Ça a été la bonne pioche pour l'équipe Intermarché, et il réalise une fin de saison exceptionnelle. Alors, il gagne la classique Grand Besançon avec une concurrence certes limitée, mais il bat quand même Van Dramé au sprint à l'issue d'une étape vallonnée. Donc, c'est vraiment le profil Classic Man. Puis derrière, sur les mondiaux espoirs, il est quasiment tout seul dans son équipe. Il vient claquer le podium. Et avec une belle remontée au sprint. On en reparlera de ce Girmay, il va très vite et il est très prometteur. Anthony, l'espoir de ton année 2021? Vous l'avez déjà dit tout à l'heure, pour moi c'est Jonas Vingegaard, parce que c'est vraiment on est à l'espoir là. Ouais, on est à l'espoir. Ouais, c'est bon. Ouais, non, je retrouve un petit peu ce que disait Rémi tout à l'heure. C'est Rémi tout à l'heure qui le donnait en révélation. Ouais. Tout à fait. Révélation, espoir, c'est un peu, c'est un peu du kiff-kiff. Moi, je préférais Pidcock. Mais moi, Vingegaard, parce que, comme a dit Rémi, il a vraiment su
reprendre les rênes de la Jumbo après l'abandon de Roglic sur le Tour. Effectivement, ça va être encore un leader, ça sera un second leader de la Jumbo avec Roglic ou avec du Van Aert. On a aussi Sepp Kuss qui est pas leader mais qui est un super équipier, et je pense qu'effectivement Vingegaard dans les années à venir pourrait postuler, même les années très proches, en tant que leader de la Jumbo. On voit des vainqueurs de grands tours de plus en plus jeunes, et je pense que la Jumbo va devoir faire des choix peut-être compliqués, mais je pense que Vingegaard a, pour moi, presque autant peut-être pas autant que la place de leader, mais ça joue quand même avec du Roglic. Donc Jonas Vingegaard, je ne sais pas si je le dis très bien, j'ai tenté un coup de danois, pour l'espoir de la saison d'Anthony. La surprise maintenant avec Rémi pour commencer. Quel est le coureur qui t'a surpris cette saison ? Moi, c'est Sonny Colbrelli. Je peux toujours pas passer un podcast sans parler de notre ami Sonny et d'un coureur de la Bahreïn. Il m'a surpris parce que sur le papier, ça reste un sprinter qui certes passe pas mal les bosses, mais quand même moins bien qu'un Ewan ou un Matthews, et qui cette année a gagné plus de courses qui étaient vallonnées / compliquées que des sprints massifs. Sur le Dauphiné, il en gagne une, mais il fait 3 fois deuxième sur des sprints plats. Donc ouais, il m'a surpris, et puis évidemment en gagnant Paris-Roubaix et en terminant 3e de l'étape de Tignes. Donc grosse surprise pour moi de voir Colbrelli avoir ce genre de résultat. Colbrelli pour la surprise. Jérémy, on a déjà parlé de ta surprise cette saison, je crois, dans ce podcast ou pas ? Alors oui et non, j'avais beaucoup de surprises dans mon esprit. J'ai fait le tri. Kiesenhofer, c'est la plus grande surprise de l'année, mais je ne l'ai pas retenu. La défaite de Cavagna aux France, on en a déjà parlé, en tout cas sur le chrono. Valgren, tu l'as évoqué. Donc finalement, il m'en reste une. C'est le sprint d'Asgreen sur le Tour des Flandres. Pourquoi ? Parce qu'on l'a pas vu venir du tout, et parce que en l'espace de 5 secondes, on est passé d'une victoire évidente de Van Der Poel à l'une des plus grandes stupéfactions de la saison. Donc pour ces 5 secondes incroyables, Casper Asgreen. Anthony, ta surprise cette saison ? Alors moi, ma surprise, elle est assez courte. Je vais pas vous dire si elle est bonne ou mauvaise. Je pense que vous en douterez. Moi, ça sera Marc Padoun. Voilà. Et je n'irai pas plus loin dans mon explication. Pour des raisons X ou Y ? Voilà. Voilà. Très, très. Là, Johan, vraiment royal. Je crois qu'on a tout dit. Et d'ailleurs, mais en parlant de surprise, parce que tu es sur Marc Padoun, mais moi j'ai un de ses coéquipiers à la Bahreïn Victorious, parce que la surprise pour moi de la saison, on le connaissait, c'est vrai, il était capable de faire des top 10 sur des grands tours, mais alors Damiano Caruso, deuxième du Giro, alors si on me l'avait dit ça, si on me l'avait dit en début de saison, si on m'avait dit ça, alors là je pense que je ne l'aurais jamais cru. Donc Damiano Caruso, deuxième du Giro, plus une étape en essayant de renverser Egan Bernal. Je trouve que c'est ma surprise de la saison. Et puis pour ces 3 catégories, hein, il y a aussi Twitter qui a réagi là-dessus. Beaucoup de Vingegaard, bien sûr, pour les espoirs, mais même pour les 3 catégories. Hein. Il y en a un petit peu de partout du Danois. Colbrelli en surprise, évidemment. On a aussi du Jevine en surprise qui a fait une très bonne Vuelta. La marque Cavendish aussi en surprise qui est revenu assez souvent. C'est vrai que son Tour de France a été un peu surprenant, même si on connaissait toutes les qualités de Mark Cavendish. Et puis voilà, on a fait un peu le tour pour les surprises ou les révélations. On a noté pas mal de choses comme nos amis suiveurs sur les réseaux sociaux. Allez, on passe aux dernières catégories avant le quiz, parce que il faut aller vite. On est déjà, comme d'habitude, à la bourre. Eh bien, on a parlé d'un coureur juste avant, vainqueur du Tour des Flandres, le Flandrien de l'année, en tout cas pour beaucoup de personnes sur Twitter et pour ma part, c'est Casper Asgreen. Si quelqu'un me contredit, le dit tout de suite. Je te contredis. Tu me contredis, voilà. Je te contredis. Très bien. Rémi, tu me contredis ? Ah non, moi je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc Asgreen, vainqueur du Tour des Flandres et du Grand Prix E3, grand animateur sur les classiques pavés. Donc Jérémy, c'est un non pour toi. Pourquoi ? Qui ? Non, c'est pas un non, c'est un oui, mais oui si on s'arrête à la campagne du printemps. Non, si on tient compte de toute la saison, pour moi, le Flandrien de l'année. Dans ces cas-là, c'est Mathieu Van Der Poel, parce qu'il était là sur le Tour des Flandres, podium. Il était là sur Paris-Roubaix,
podium. Il est encore là dans le top 10 des championnats du monde alors qu'Asgreen a bâché. Et les championnats du monde, c'était aller à demi une Flandrienne. Il fait aussi podium de l'E3. Donc Asgreen sur le printemps et Van Der Poel sur l'ensemble de l'année. J'ai entendu râler derrière. Oui, bah, tu l'as entendu toi aussi. Il fait que râler. Bien râler. Hein. Anthony, pourquoi alors nous dire Van Aert. Est-ce que t'as dit Non, Asgreen? non, Ouais, non, bien non. sûr, ça doit être Van Aert pour Non. toi du coup. Non. Alors, non, moi, je suis d'accord avec Asgreen, effectivement. Mais moi, j'ai été un peu plus chauvin. Et moi, j'avais mis Anthony Turgis. Alors, je il est savais là pas. où on ne l'attendait Voilà. pas. Hein. Parce que là, vraiment, Voilà, je m'y attendais voilà. plus. Je me dis, il va nous le sortir au moment des pronos, mais il n'y a pas, en tout Il cas, restait sur le cet grimpeur épisode. et le sprinter derrière, donc forcément c'était là. Non, parce que bon, alors, ouais, je connais bien Anthony et je connais bien le papa et la famille. C'est pour ça. Et peut-être des affinités qui font ça, mais moi, je vois Anthony un Flandrien, un gars de classique, un coureur de classique, et il n'est pas récompensé, il n'arrive pas à en claquer une belle. Et voilà, pour moi, c'était mon Flandrien à moi. Alors, on va dire, ouais, je suis chauvin, mais je remets pas en cause, hein, attention, la carrière et le palmarès d'Asgreen, hein, qui cette année, effectivement, a mis dans le mille à plusieurs reprises. Mais pour moi, c'est Anthony Turgis. Beaucoup d'Asgreen aussi sur les réseaux sociaux, c'est vrai que Logiquement. c'est logique, mais Oui, Mathieu Van Der Poel, ça peut s'entendre sur une saison entière, hein, avec. Il a été animateur en plus, donc ça compte aussi. Pour le grimpeur de l'année, je pense que là aussi, il va y avoir un consensus, mais peut-être encore des surprises. Rémi, pour toi, le grimpeur de l'année, c'est qui? C'est un Slovène peut-être, non? Damiano Caruso. Ah, Pour voilà, moi. merci. Alors évidemment, Tadej Pogacar, bien sûr. Aucun moyen de lutter. Jérémy, on a moyen de lutter ou pas? Absolument pas, même en Vélib, il va plus vite que nous. C'est vrai ça. En Vélib. Alors pour rappeler cette histoire, c'est vrai que Tadej Pogacar a pris un Vélib après la présentation du Tour de France 2022 à Paris. Et c'est vrai que je pense qu'en Vélib, et nous avec un bon vélo de route, même avec un moteur, je crois qu'on n'aura peut-être pas rattrapé. Jamais de la vie. Oui, c'est surtout que sa copine est aussi cycliste, donc les deux, le duo, là, si ça se relaie, on est mort. Là, je vous le dis, on est complètement mort. Anthony, est-ce que tu nous as sorti un de tes copains encore là-dedans? Non, moi, je suis d'accord avec vous. Même si j'aimais bien en tant que puriste, en tant que pur grimpeur, Carapace. Mais effectivement, sur la globalité, on dira Pogacar. Pogacar donc et Padoun pour moi évidemment parce que c'est clairement le meilleur grimpeur. On l'a vu sur le Dauphiné et après on l'a pas mis sur notre course donc on peut pas vraiment savoir. Mais clairement c'est celui qui va plus vite que tout le monde. Bon c'est un peu pour la déconne mais avec cette performance il a été dans les top 5, top 10 des favoris de toutes les courses derrière. Hein, mais notamment je pense que sur le Tour de France 2022 il doit être encore dans les 10. Donc autant vous dire que Padoun sera encore partout et présent jusqu'au bout avec nous pour des raisons X ou Y. Enfin, on va passer au sprinter, ça y est, avec un peu plus de débat sur la catégorie des sprinters, avec Rémi qui va commencer pour son top sprinter cette saison. Ça va faire plaisir à Anthony. Pour moi, le sprinter de l'année, c'est Tim Merlier. Oui, je sais. J'avais déjà dit dans un précédent podcast, pour moi, ce n'est pas le meilleur sprinter. Pour moi, il y a beaucoup de Intrinsèquement, mecs tu qui veux sont dire plus rapides que lui. Mm. Intrinsèquement, exactement. Mais sur l'année, c'est le plus régulier. Il gagne sur le Giro, sur la Vuelta, sur le Tour de France, pardon. Donc voilà, une saison complète. Il a été régulier et cette année, il n'y a eu aucun sprinter qui a été bon sur une longue période. Ils ont tous eu un moment où ils ont dominé, puis des gros creux pour X ou Y raison d'ailleurs. Et Merlier, Ça va pour moi, revenir était tout plus le temps. régulier. Ça va revenir tout le temps, ces raisons X ou Y. Et ça nous arrange bien d'ailleurs, comme ça nous évite de nous justifier. Jérémy, ton numéro 1 cette saison des sprinters. Mention très bien aussi pour Tim Merlier, mais félicitations du jury évidemment pour Mark Cavendish, Tour de France exceptionnel, Ouais. le record de Merckx. Et puis on avait parlé la semaine dernière, je crois que c'était Anthony qui l'avait évoqué, le Tour de Turquie où il avait réussi à claquer pas mal d'étapes, je crois qu'il s'impose 4 fois. Le plateau était pas si mauvais que ça parce qu'à chaque fois il était devant Philipsen. Donc très grosse année de Mark Cavendish. On aurait pu le mettre dans la surprise, le revenant. Bien sûr. Incroyable Cavendish, je l'attendais pas à ce niveau-là. Il fallait le noter quelque part, Mark Cavendish qui a fait une saison, en tout cas un mois de juillet sublime. Anthony, donc on a eu connaissance de ton numéro 1 sur Twitter, t'as pas arrêté d'embêter tout le monde d'ailleurs avec ça. Tim Merlier ?
Ouais, tout à fait, Tim Merlier. Et comme j'ai pu l'expliquer avec mon ami Tib, pour moi, la force de Tim Merlier, c'est qu'il n'a pas besoin spécialement d'avoir un peu comme Wout van Aert. Bon, il faut que j'en mette un petit peu parce que Jérémy met beaucoup de Van Der Poel dans ses discussions. Donc, je mets un petit peu de Wout van Aert aussi. Non, moi, je trouve qu'il n'a pas besoin de train. Voilà, c'est un coureur qui sait se placer, qui sait frotter. Souvent, on le voit pas. On le voit, il est là dans la boule, il est un petit peu à l'affût il déboîte sur la fin et il semble des gros sprints très longs. Voilà. Pour moi, non, effectivement, pas de surprise. Pour moi, c'est Tim Merlier. La force d'Anthony Nicolas, c'est de nous mettre Philipsen 4e et Merlier 5e la semaine dernière. Et aujourd'hui, hop, Merlier il passe devant. Alors qu'il n'y a pas eu une course entre les deux podcasts. C'est quand même incroyable. Peut-être C'est parce qu'il va bientôt faire du cyclocross. Voilà. Peut-être que c'est la photo finish et qu'on avait mal lu Oui, la on avait photo mal vu, finish et enfin on connaît l'histoire. Pour ma part d'ailleurs, je vais mettre Philipsen du coup moi en numéro 1 cette saison. C'est vrai qu'il n'a pas gagné sur le Tour de France beaucoup de podiums. Il n'a jamais réussi à abattre Mark Cavendish sur cette course, mais il a gagné 2 étapes ensuite sur la Vuelta. 10 victoires au total cette saison pour Jasper Philipsen. C'est l'un des plus gros pourvoyeurs de succès cette saison derrière le trio Pogacar, Van Aert et Roglic. Donc voilà, un petit bonus pour Philipsen, même si je pense que si on met Cavendish ou Merlier, ça s'entend largement. J'ai juste voulu le mettre parce que je voulais être un petit peu tout seul sur ce coup-là. Et on termine avec le puncher de l'année qui va sacrer notre dernière catégorie pour cette année. Donc le puncher de l'année pour Rémi. Rémi, ton puncher, c'est roulement de tambour. Julien Alaphilippe. Julien Alaphilippe. C'est le même pour moi, Julien Alaphilippe. Pourquoi Julien Alaphilippe pour toi? C'est le meilleur puncher cette saison. À chaque fois qu'il lance une attaque, ça fait très très mal. On l'a vu aux mondiaux, on l'a vu sur la flèche, pour parler de courses où il a gagné, mais même des courses où il n'a pas gagné finalement. Je me souviens par exemple du Tour des Flandres où il a accéléré 2-3 fois, et à chaque fois ça fait très mal aux adversaires. Oui, pour moi, il est toujours le meilleur puncher du monde. Et je rajouterais, moi, pour ma part, qui ai mis aussi Julien Alaphilippe, Milan-San Remo, où même s'il n'a pas su faire la différence, c'est lui, encore une fois, qui attaque. Et souvent, c'est ça aussi la force de Julien Alaphilippe. Quand il attaque, et même si c'est prévu, il arrive quand même à faire la différence. Preuve que ses jambes sont bonnes lorsque ça s'élève à des pourcentages assez hauts et dans des côtes assez courtes. Mais Jérémy n'est pas d'accord avec nous pour Julien Alaphilippe. Forcément d'accord. Non, finalement, je suis d'accord. J'avais mis un match on très savait. serré entre Van Der Poel et Van Der Poel, Alaphilippe. écoute bien, Anthony. Non, parce qu'ils ils se sont vraiment rendus coup pour coup sur l'Estradé, sur le Tour de France, etc. Maintenant, j'ai la sensation qu'à 100% tous les deux, et lorsqu'ils se confrontent, Van Der Poel est légèrement au-dessus. Maintenant, Alaphilippe a gagné le championnat du monde, c'est-à-dire le jour J où il fallait être là, il était présent. Il a gagné aussi la flèche. Et qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, Anthony, je considère cette course comme le championnat du monde des punchers. Donc allez, le award du puncher pour Julien. Anthony, quel est ton puncher de l'année? Bien évidemment que c'est Julien. Hein. Pour une fois, on est unanime. Ça devient compliqué de côtoyer Jérémy Sarakian qui nous met du Mathieu Van Der Poel à tout bout de champ. C'est quand même la première fois qu'Anthony se plaint qu'on mette des cyclo-crossman dans l'histoire. Hein. C'est vrai. Non, mais bien évidemment que Julien, intrinsèquement, quand on le voit poser une sacoche là, puis c'est un mec, c'est une tête brûlée, le Julien. Quand il décide d'attaquer, s'il décide qu'il va pas se rasseoir jusqu'à la bascule, il se rassera pas. Ça va brûler dans les cuisses, ça va brûler partout, et ça c'est du Julien. Et on le voit, le meilleur puncher du monde. Pour moi, il n'y a pas de discussion. C'est Julien Alaphilippe. Julien Alaphilippe, donc, qui est voté à l'unanimité ici. Je regarde du côté des réseaux sociaux parce que j'ai pas tout noté pour les punchers, mais il y a beaucoup d'Alaphilippe. On a eu du Roglic aussi, pourquoi pas, qui a été aussi très bon dans ce... Non, mais attends, Anthony nous dit il n'y a pas de discussion. Pour moi, il y a discussion. Il y a discussion avec Van Aert, il y a discussion avec Van Der Poel, il y a discussion aussi avec Roglic parce que la flèche, elle se joue à 2 cheveux. Hein. Bien sûr. Attention. Et très fort, bien sûr. Mais... Sur Paris-Nice, on l'a vu lorsqu'il gagne. Et Pogacar, attention, Pogacar, il gagne, il gagne les deux monuments les plus vallonnés, donc on est obligé aussi d'en tenir compte. Non, ils reviennent sur lui souvent. Tu vois bien que quand il démarre intrinsèquement, un puncher, quand Julien démarre au coup de pédale, le seul, et ça va te faire plaisir, le seul qui est capable de le tenir un peu sur les premiers mètres, c'est Mathieu, c'est Van Der Poel.
Van Aert, souvent, il a un petit temps il va lisser un peu plus son effort. Oui, Roglic, ça c'est vrai. Van Aert, Roglic peut-être un encore petit peu en beaucoup dessous. plus. Roglic encore beaucoup plus. Même si Roglic va revenir très fort, si tu prends l'exemple Sur de la flèche, c'était l'inverse. Voilà. Alors, j'ai plus exactement les images de sur la flèche. Mais... Roglic, il part à 400 mètres et c'est Julien qui le reprend juste au sommet. Ouais, L'expérience, parce qu'il le devance un petit peu peut-être aussi, mais, Oui. mais intrinsèquement, quand on voit Julien se dresser sur les pédales et descendre une dent, je peux dire que ne pas être derrière, il faut avoir les quatre pieds bien serrés. Mais qui peut être derrière en vrai? Qui peut se targuer de pouvoir être derrière? Ah, nous, on serait en queue de peloton depuis bien longtemps. Enfin, même le Déjà peloton. la buvette, nous. Surtout Anthony, je pense que ça fait un petit moment. Il aurait même pas vu la fin de course. Justement, Anthony, tu vas être acteur puisque on va arriver dans le quiz, puisque c'est terminé pour les awards. C'est le moment que tout le monde attendait dans ce podcast parce qu'il y a eu beaucoup de rumeurs sur Twitter, des choses qui ont été dites. Et je pense qu'on a besoin, Jérémy Sakian, d'avoir des explications. Je crois que lors du dernier quiz, ça fait mal de le dire, mais il y a eu méprise ou peut-être tricherie. Nous sommes le 11 novembre 2021, Johan. Et ce quiz, avec en présentiel Johan Tritz, Rémi Dos Santos et Anthony Nicolas à distance, a été l'objet d'une triche. Des révélations vont être faites aujourd'hui. Il y a eu des rumeurs sur Twitter, il y a eu des accusations graves à l'encontre d'Anthony. Anthony, as-tu quelque chose à avouer? Rien. Ce sont de mauvaises langues, les gens ne m'ont pas cru. J'ai dégainé le Joker sur le bon joueur, sur le bon coureur. Merci Anthony de ta franchise et de ton honnêteté, car le coupable n'est pas Anthony. Non. Rémi Dos Santos, as-tu quelque chose à confesser? Alors là, c'est un retournement de situation incroyable. Rémi Dos Santos, on vous écoute. Alors déjà, sache que c'est extrêmement bien joué parce que dès que j'ai vu qu'il y avait la musique faite entre l'accusé, j'ai su de quoi on allait parler. Alors, j'admets avoir commis un crime lors du quiz précédent. Car avant le début du quiz, Jérémy Sakian préparait ses fiches et a montré une des réponses à mes yeux, sans le faire exprès. Non. Vos yeux ont vu la réponse tout seul. Je dois avouer que la réponse Morkov, je l'ai vue parce qu'elle était écrite en rouge sur la feuille qui était brandie en face de moi et que j'ai regardé nonchalamment en regardant devant moi un moment et que je m'en suis servi pour répondre à cette question un peu plus tard. Et c'est pour ça que tu es à distance aujourd'hui, parce qu'on ne voulait pas que tu recommences. Alors... Enfin, c'est ce que je suppose, hein. Vous êtes puni, Rémi Dos Santos. Vous avez eu un comportement déloyal. Attendez, messieurs, là, du coup, si Rémi avait les réponses, mais que je l'ai battu quand même, est-ce que ma victoire J'en étais sûr. ne vaut pas une double victoire? J'en étais sûr, il fallait qu'il dise quelque chose. Moi, je pense qu'il faut faire un vote. Là, parce que du coup, si je bats quelqu'un. Il n'y a aucun vote, Anthony. Ce quiz est une dictature orchestrée par moi-même. D'autant plus que j'avais présenté le quiz la semaine passée comme étant un quiz où il fallait du vice. Rémi en a eu, Rémi a perdu. L'histoire est close, mais il fallait faire ce rappel. Attention à l'enflammade sur les réseaux comme Théoura sur Koh-Lanta pour ceux qui regardent. Exactement. Attention Rémi Dos Santos, attention. Déloyal. Résultat aujourd'hui, toute ma vie. il est à la maison. J'espère que j'aurai des excuses des gens qui ont douté de moi sur les réseaux en disant que Tu en pourras. croyant pas que j'avais gagné le quiz. Tu pourras. On repart à zéro aujourd'hui, messieurs, avec 6 coureurs à trouver. Ce sera un format traditionnel. Je vais égrener des indices. Vous aurez à chaque fois 2 possibilités de réponse par coureur. Alors 2 indications. Le premier coureur vaut 1 point, le deuxième vaut 2 points, etc. jusqu'au dernier qui vaut 6. Donc ce sera crescendo, évidemment. La difficulté va crescendo aussi. Petite indication, ce sont des coureurs du 21e siècle qu'on a peut-être un petit peu oubliés. Voilà, ils ont Genre performé. Rémi Poriol. Exactement. Mais ils ont peut-être un tout petit peu plus performé que Rémi Poriol, avec tout le respect qu'on a pour lui. On va commencer. Messieurs, vous avez bien entendu, hein, 2 réponses par personne et par coureur. Nous cherchons un Espagnol qui est arrangé parmi les coureurs spécialistes des grands tours. Enfin plutôt de son grand tour national car il ne participe qu'à la Vuelta au cours de sa carrière. 4 fois, il prend le départ du Tour d'Espagne et 4 fois, il entre dans le top 5 du classement général sans jamais monter sur la plus haute marche du podium. Sa carrière s'arrête en 2011 alors qu'il s'est engagé avec Vacances Soleil
après la révélation d'un contrôle positif sur la Vuelta précédente. Ezequiel Mosquera. Ezequiel Mosquera, premier point pour Johan Tritz. C'est vacances soleil qui Bon, bah, là, s'il n'avait pas les réponses. Non, il n'y a aucune réponse. Je n'ai pas imprimé les feuilles aujourd'hui. Tout est sur mon ordinateur et il n'y a pas d'accès. Et c'est vrai qu'il le cache bien son Je ordinateur. cache Ouais, bien mais mon ils ont le même drive tous les deux, donc voilà. Non, Ça, pas c'est sur un le truc que drive. je vais devoir changer parce que c'est invivable de voir autant de Alors là, choses rajoutées. Monsieur Collat, permettez-moi de vous dire que jamais de la vie, mon quiz ne sera sur le drive. Deuxième coureur, cette fois-ci on joue pour 2 points, vous l'avez compris. Sprinter aux 38 victoires professionnelles, il a terminé sa carrière en 2017 sous les couleurs de la Wanty Group Gobert, équipe avec laquelle il n'a décroché qu'un seul succès en 4 saisons, une étape des boucles de la Mayenne. C'est pour toi, Anto. La plus belle victoire de sa carrière, il l'a décrochée sur le Giro. Il bat Taco au sprint van der Horn. Taco van der Horn, qui aurait arrêté sa carrière en 2017. Ah, j'ai pas entendu, Qui a j'étais gagné en parti. 2021. Malheureusement, ce n'est pas lui. Vous perdez un crédit, monsieur Tritz, attention. Oh là là, je pourrais en perdre 12. Il bat au sprint Robbie McEwen et Alessandro Petacchi Bah, du coup, lors c'est de pas la 9e étape en 2007. Du coup, c'est pas Van der Horn. Cette année-là, il remporte également la Coppa Bernocchi, une étape du Tour de Pologne, termine 4e de la Vattenfall Sea Classics, 11e de Milan-San Remo, et il réalise 2 top 5 sur le Tour de France, dont la 3e place à Compiègne, derrière Cancellara et Zabel. Un tour sur lequel il partage le leadership dans les sprints avec son coéquipier chez Lampre, Daniele Benatti. L'un de ses homonymes s'appelle Giorgio, c'est un ancien président de la République italienne. Et les 6 premières lettres de leur nom désignent une ville importante d'Italie, notamment connue pour son amour du football et ses pizzas. Napolitano. Danilo Napolitano. Il a gagné sur le Giro Il Napolitano. a gagné une étape sur le Giro et Très ça fait bien. 2 points pour Rémi. On revient à la normale avec Anthony à 0 points. Retour sur un quiz traditionnel. Troisième coureur pour 3 points. Il grogne. Il n'y a pas Van Aert, donc c'est sûr que là, c'est plus il y a difficile. pas Van Aert. Voilà. Pas de joker sur Van Aert. Donc, Je vous rappelle que tous les coureurs dont on va parler aujourd'hui sont retraités. Hein. Ce sont des anciens coureurs. Ouais, merci de me le spécifier parce Voilà. qu'il y a Non, de quelqu'un, redire par exemple. Taco van der Horn. Voilà. Mais c'est peut-être, voilà, j'ai tenté. Coureur passé professionnel à la Fassa Bortolo, il restera pendant 5 ans dans l'équipe italienne malgré une suspension de 2 semaines en 2002 pour un taux d'hématocrite supérieur à 50%. Pour raison X ou Y. hein. En 2005, il suit Ivan Basso dans la formation CSC où il épouse le rôle de coéquipier modèle jusqu'en 2008, année où il contribue au sacre d'un certain Carlos Sastri sur le Tour de France. Après une expérience au sein de Cervelo, toujours au service de ce même Sastre, il revient dans l'équipe de Bjarne Riis pour participer cette fois à la victoire de Contador sur le Giro 2011, avant le déclassement de l'Espagnol au profit de Michele Scarponi. Notre coureur prend sa retraite à la fin de l'année suivante. Il aura participé au total à 21 grands tours dans sa carrière, son meilleur classement 34e du Tour de France 2010. Âgé aujourd'hui de 44 ans, il compte à son palmarès une seule victoire, le Regio Tour 2003. Tiralongo. Tiralongo, mauvaise réponse. Deuxième du championnat d'Ukraine 2000, le natif de Kiev est également entré dans le top 10 de Paris-Nice. En 2003, il s'était adjugé à l'époque la 8e place. Un Ukrainien, ancien coureur de CSC, coéquipier modèle de Carlos Sastre, d'Ivan Basso. Un Ukrainien. Alors, c'est pas Marc Padoun d'après les règles. C'est pas Marc Padoun. Moi, là, je l'ai pas. Là, j'arrive pas. À... Personne ne l'a, je vous donne la réponse. C'était Volodymyr Gustov. Waouh, c'était un peu dur. Et on monte dans la hiérarchie. Je vous ai dit 1 point, 2 points, 3 points. Maintenant, on va jouer pour 4. On va jouer pour 4 points avec ce 4e coureur révélé en 2012 grâce à ses succès sur le Grand Prix de Francfort ou au Général du Tour de Pologne. Ce coureur terminera sa carrière en 2019, comme il l'avait commencé avec une victoire sur le Trofeo Leguelia, mais ça c'était en 2018. 3e des championnats d'Europe du chrono 2016, derrière Castroviero et Campenarts. Ce coureur restera surtout dans l'histoire comme le premier, et à ce jour le seul Italien vainqueur d'Estrade Bianche. Il s'impose sur la 7e édition en 2013 devant Peter Sagan Moreno Moser et Rinaldo Nocentini. 4 points pour Anthony Collat. Moreno Moser. J'avais oublié Ah ouais. Moreno Moser. Et en oui, effet. le neveu de pareil. Francesco Moser, le vainqueur du Giro. l'Estrade 84. Bianche. L'Estrade Bianche. Tout de suite. Strade Bianche, cyclocross, Strade Bianche. Ouais, le melon du type, c'est incroyable. Alors qu'il reste encore 11 points à distribuer, je vous le rappelle. 4 pour Anthony, 2 pour Rémi et 1 pour Johan.
Allez, on va jouer pour 5 points avec ce coureur espagnol né à San Sebastián de los Reyes en 1972. Il a aujourd'hui 49 ans. Passé par la Once, par la Kelme, par la Domina Vacanze, par la Sonia Duval, par la Fonac, par Aqua et Sapone. Une belle liste d'équipes, vous vous en rendez bien compte. Et 2 belles victoires à son palmarès. La Classica San Sebastián 2004 et le Tour de Catalogne en 2004. Lors de cette Classica San Sebastián, il profite d'ailleurs du marquage entre Paolo Bettini et Davide Rebellin qui, eux, se jouent la victoire en Coupe du Monde. Mais notre coureur qui évolue alors au sein de l'équipe Sonia Duval s'impose dans un petit groupe au sein duquel figurent notamment Marcos Serrano et Juan Alberto Martinez, des coureurs qu'on a tous oubliés. Ce coureur-là a pris sa retraite en 2006 après une affaire... Tiens, c'est bizarre, de dopage. Il s'estime persécuté par l'UCI et ses contrôleurs antidopage. Malgré tout, en 2007, il est élu dans une nouvelle vie conseiller municipal d'une commune proche de Madrid, San Sebastián de los Reyes, sa ville natale. Donc c'est un cycliste devenu politicien au nom composé. Je vais vous donner son prénom. Gomez Marchante ? C'est pas Gomez Marchante. Je vais vous donner son prénom. C'est Miguel Angel. Et son nom de famille est composé. Voilà, je vais donner à peu près tous les indices. Quelques lignes au palmarès, 9e de Milan-San Remo en 2004. Mais là, on parle vraiment d'un puncher qui est entré à 2 reprises dans le top 10 de Liège-Bastogne-Liège en 2005, en 2006. 7e de l'Amstel Gold Race également pour sa dernière année professionnelle. Fort, quoi. C'est un mec très fort. Au contraire de vous, messieurs, puisqu'il n'y a pas de bonne réponse. C'est fou ça. Le vainqueur de la Classica San Sebastián 2004 s'appelle Miguel Angel Martín Perdiguero. Alors là, je ne l'aurais jamais eu. Jamais. Mais bravo à lui. C'était pour 5 points, messieurs. Forcément, ça se corse. Et ça se corse encore plus avec la dernière question. C'est bien simple, celui qui s'impose sur cette question remporte le quiz. Si personne ne le trouve, la victoire sera pour la 2e semaine consécutive. Non, ce n'est pas possible, s'il vous plaît. Et attention, on va gagner comme ça. Parce que ce coureur, c'est un oublié des sporcles et des quiz en tout genre sur les monuments. Je vous avais promis un Flandrien dans le quiz du jour. Lui n'est pas belge, mais c'est un spécialiste des pavés, professionnel de 2008 à 2014. Carrière relativement courte, mais marquée par 2 immenses coups d'éclat. Le premier, une 4e place à Roubaix en 2008, derrière le trio intouchable Bonnen, Cancellara, Balan, mais devant O'Grady, Host, De Volder, Van Sommeren, Incapi et Baldato qui complètent le top 10. Ce jour-là, sa performance, eh bien, c'est une demi-surprise, car notre coureur mystère avait terminé 12e du Tour des Flandres la semaine précédente. Et devinez quoi, c'est sur ce même Ronde van Vlaanderen l'année suivante, en 2009, qu'il marque l'histoire, une 2e place en prenant à nouveau la 4e position, seulement battu par Osler et Gilbert au sprint, dans un groupe qui se joue alors la 2e place derrière Stein De Volder, et au sein duquel figuraient pourtant des coureurs rapides, comme Filippo Pozzato et Matti Breschel. Le coureur que l'on recherche est formé à la Rabobank Continental. Il est néerlandais, mais il effectue la quasi-totalité de sa carrière au sein de la même structure, la Garmin. Il a comme... C'était pas la Garmin à l'époque, si ? C'est la même structure, ça a changé très régulièrement de nom, mais c'était la structure Garmin. Ce coureur-là est néerlandais et il porte... j'ai l'équipe, moi je crois que j'ai l'équipe. C'est super. Je viens de te la donner l'équipe. C'est super, Anthony. Je viens de te la donner l'équipe. C'était la Garmin. Garmin Chipotle, Garmin Slipstream, Garmin Transition, Garmin Cervelo, Garmin Barracuda, Garmin Char. Postuma ? Ah, c'est pas du tout Jos Postuma. Je sais pas, je tente un le truc prénom. parce que je peux pas donner. Je vais vous donner le prénom. Je peux pas donner la victoire. Et vous n'aurez Anthony. pas d'autre indice. Le prénom, c'est Martijn. 4e de Paris-Roubaix 2008. 4e du Tour des Flandres 2009. Martijn Tusveld ? Tusveld. Pardon ? On a dit la même chose, je pense, avec Rémi. Non, ouais, on a dit pareil. C'est pas Tusveld. C'est pas ça sent la victoire. Oh non, non. Rémi, t'as encore une proposition. Encore une tu proposition peux le faire. pour Rémi, tu je te peux le laisse faire. 10 secondes pour trouver ce Martijn. Tu peux le faire, pas 2 fois. Du Pas 2 fois. Paris-Roubaix 2008 avant la victoire d'Anthony, il reste 5 secondes. Le sprint est lancé. Allez, Rémi, entre Anthony Nicolas, Rémi sur la droite de la route. Rémi qui n'a pas la réponse. Va-t-il Martin à tricher la plage. Rémi Martin Non. à la plage. La bonne Ça vaut réponse. pas des points, ça. L'autre, il applaudit là-bas, c'est pas possible. La bonne réponse, évidemment. Anthony ne l'a pas, c'était Martijn Mascante, 4e de Oh là Waouh. Aucun regret. et du Tour des Flandres, victoire d'Anthony Nicolas. Écoutez, pour la deuxième
fois de suite, c'est donc Anthony Nicolas qui remporte ce quiz, mais on ne mettra pas la Brabançonne parce que ça a eu beaucoup de succès la dernière fois. Juste un dernier mot pour Anthony qui, on a entendu, a applaudi, mais est-ce qu'il veut dire un petit mot peut-être aux auditeurs pour même à nous pour cette deuxième victoire de suite? Les réactions du champion, Non, Anthony. Ouais. je vais dire que l'équipe a fait un travail formidable. J'ai lancé le sprint sur un 52-14 et j'ai vu que j'allais gagner. Voilà, c'est tout. Non, il n'y a rien à dire. Bravo, Une seule Anthony. réponse, une réponse bien placée, encore une fois. C'est ça qui est stratégique. Faut pas trop viser les questions dures ni trop faciles. Il va nous faire croire Au qu'il était milieu. stratégique alors que juste Kobo, il a Voilà. serré les fesses pour pas que Rémi Voilà. nous sorte la réponse. Ah, parce qu'il a rien Parce qu'il donné. l'avait hein. pas non plus. Il a hein, donné Mascante, un nom, hein. Ouais, alors un que nom. nous on a tenté pas mal de choses. Mais c'est sur ça qu'on va se quitter et sur cette magnifique musique qui nous a permis tout à l'heure de découvrir le tricheur. On va terminer ce podcast ensemble. Merci messieurs. Ce podcast Awards, on fera pour la prochaine un petit tour sur les transferts, les gagnants, les perdants, les gros coups, les petits coups. Johan, Oui. il me semble que tu avais promis un podcast 100% cyclocross en cas de deuxième victoire d'Anthony. J'ai dit en 2026, pardon, en 2027. Bon alors on a un peu de temps. Donc on a un petit peu de temps pour travailler tout ça. Merci beaucoup. Vous pouvez nous écouter sur Spotify, sur Deezer, Apple Podcast. sur Apple Podcast, sur YouTube et bientôt peut-être dans Faites entrer l'accusé. Et à bientôt Salut à tous. pour Saderaï. À bientôt. Bye bye. Ciao à toutes. bye bye.